Dans les archives paroissiales de la Louisiane, perdues entre des centaines de registres de successions poussiéreux et oubliés, se trouve un document incomplet daté de 1856. Il décrit la découverte d'un corps dans les marais, un homme d'une taille extraordinaire et mentionne simplement « L'affaire Beauséjour doit rester close, par ordre du juge Étienne Laframboise ». Personne ne sait ce qui s'est réellement passé cette année-là, mais ceux qui ont fouillé assez profondément dans les témoignages fragmentaires, dans les lettres jaunies et les journaux intimes cachés, parlent encore, à voix basse, de l'homme qu'on appelait le Titan. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Maintenant, plongeons dans cette histoire qui a marqué la Louisiane à jamais. L'année 1848. La Louisiane est alors un État encore jeune, à peine intégré dans l'Union américaine depuis 35 ans. Dans les paroisses du Sud, entre la Nouvelle-Orléans et les bayous infinis qui s'étendent vers le golfe du Mexique, le système esclavagiste atteint son apogée. Les grandes plantations de canne à sucre et de coton dominent l'économie, et avec elles, une aristocratie créole et américaine qui règne sans partage sur des milliers d'âmes asservies. La paroisse de Saint-Charles, située le long du fleuve Mississippi, compte parmi les plus prospères. Ces terres fertiles, enrichies par les crues annuelles du grand fleuve, produisent des fortunes colossales. Les propriétaires se livrent une compétition féroce pour accumuler richesse et prestige. Dans ce contexte, la plantation Beauséjour se distingue par sa taille imposante. Près de 2000 arpents de terre cultivés, plus de 150 âmes asservies, et une demeure principale qui rivalise avec les plus belles maisons de la Nouvelle-Orléans. La maison, construite dans le style néoclassique, avec ses colonnes blanches et ses galeries couvertes, domine le paysage comme un temple dédié au pouvoir et à la richesse. Le maître de Beauséjour s'appelle Augustin Beauséjour. Fils d'un négociant français, arrivé en Louisiane au tournant du siècle, il a hérité du domaine à la mort de son père en 1842. Augustin est un homme dans la quarantaine, au visage sévère marqué par des rides profondes autour de la bouche et aux manières aristocratiques qu'il a cultivées avec soin. Il porte toujours des vêtements impeccables, même sous la chaleur étouffante de l'été louisianais. Veste de lin blanc, gilet brodé, cravate de soie. Sa réputation dans la paroisse est celle d'un planteur exigeant, méticuleux dans la gestion de ses affaires, tenant des registres détaillés de chaque penny dépensé et gagné, mais aussi d'une dureté exceptionnelle envers ceux qui travaillent en ses terres. Les témoignages de l'époque, glanés dans des correspondances privées, conservées dans les bibliothèques universitaires, et des rapports de surveillance consignés par les autorités locales, décrivent une plantation où règne une discipline de fer. Augustin Beauséjour croit fermement que seule la peur peut maintenir l'ordre parmi ceux qu'il considère comme sa propriété. Il a développé toute une philosophie pour justifier sa cruauté, citant la Bible et les théories pseudo-scientifiques de l'époque sur la prétendue infériorité de certaines races. Il emploie 2 contremaîtres blancs, les frères Cyprien et Mathieu Duplantier, connus dans toute la région pour leur brutalité. Cyprien, l'aîné, est un homme trapu aux mains épaisses, au visage rougeau marqué par l'alcool. Mathieu, plus jeune et plus mince, compense sa taille modeste par une cruauté encore plus raffinée. Les châtiments corporels sont quotidiens à Beauséjour. Le fouet claque dès l'aube pour punir les retards, les gestes jugés insolents, les quotas de travail non atteints, ou simplement pour rappeler à tous qui détient le pouvoir. Dans les quartiers des esclaves, de simples cabanes en bois alignées derrière les champs de canne, construites en planches mal jointes qui laissent passer le vent et la pluie, la vie est marquée par l'épuisement et la souffrance. Les familles sont séparées au gré des ventes et des héritages, les enfants arrachés à leur mère pour être vendus à d'autres plantations. Les enfants travaillent dès l'âge de 6 ou 7 ans, d'abord aux tâches légères comme ramasser les débris dans les champs, puis progressivement aux travaux les plus durs. La nourriture est rationnée, du maïs moulu,
Du lard rance une fois par semaine si on a de la chance, parfois du poisson séché. Les vêtements sont en lambeaux, une chemise et un pantalon par an pour les hommes, une robe de toile grossière pour les femmes. Les soins médicaux sont inexistants. Lorsque quelqu'un tombe malade ou se blesse, il est laissé à son sort, et si la maladie persiste, il est simplement vendu à perte ou abandonné dans les marais. Mais dans ce système de terreur, il existe une hiérarchie même parmi les opprimés. Certains, par leur force physique ou leurs compétences particulières, acquièrent une valeur économique qui leur confère une position légèrement moins précaire. Les forgerons, les charpentiers, les cuisiniers de la grande maison bénéficient de meilleures conditions, de rations légèrement plus généreuses, de vêtements moins usés. C'est dans cette catégorie que se trouve, en 1848, un homme nommé Isaac. Isaac n'a pas de nom de famille dans les registres de Beaux et Jours. Il est simplement Isaac, nègre de champ, 28 ans, acquis à la Nouvelle-Orléans le 15 mars 1846 pour la somme de $1 800. Mais ce qui le distingue immédiatement des autres, ce qui justifie ce prix exceptionnellement élevé, c'est sa stature. Isaac mesure près de 2,10 m, une taille extraordinaire pour l'époque où la moyenne masculine dépasse rarement 1,70 m. Ses épaules sont larges comme celles d'un bœuf, ses bras aussi épais que les cuisses d'un homme ordinaire, ses mains capables d'enserrer la tête d'un homme. Son torse est une masse de muscles sculptés par des années de travail acharné. Dès son arrivée à Beaux et Jours, acheté lors d'une vente aux enchères sur le quai de la Nouvelle-Orléans, où Beaux et Jours l'avait repéré immédiatement parmi des dizaines d'autres, Isaac suscite à la fois l'admiration et la peur. Augustin Beaux et Jours voit en lui un investissement rentable, malgré le prix élevé. Un homme de cette force peut abattre le travail de 3 personnes, peut-être même 4. Il peut soulever des charges que même les bœufs peinent à déplacer, peut travailler du lever au coucher du soleil sans fléchir. Beaux et Jours le met immédiatement aux tâches les plus éprouvantes. Couper la canne sous le soleil de plomb qui transforme les champs en véritables fournaises, défricher de nouvelles terres en arrachant des souches d'arbres à main nue, transporter les tonneaux de mélasse jusqu'aux barges sur le fleuve, chaque tonneau pesant près de 200 livres. Isaac ne se plaint jamais. Il travaille en silence, les yeux baissés, obéissant aux ordres sans un mot, sans un geste de protestation. Les autres esclaves le regardent avec un mélange de respect et de compassion. Ils voient en lui une victime particulière de l'avidité de Beaux et Jours, un homme exploité jusqu'à l'épuisement pour sa force, hors du commun. Mais Isaac ne cherche pas à se rebeller, ne montre aucun signe de colère, ne participe pas aux conversations amères qui animent parfois les soirées dans les cabanes. Il semble résigné, comme s'il avait accepté depuis longtemps son sort, comme si toute volonté avait été brisée en lui. Pourtant, dans les murmures nocturnes des cabanes, lorsque les lanternes sont éteintes et que les contremaîtres sont rentrés chez eux, les anciens racontent qu'Isaac n'a pas toujours été ainsi. Ils disent qu'il vient d'une plantation de Virginie, où il était né libre, fils d'un affranchi menuisier et d'une femme libre de couleur qui tenait une petite boutique. Mais à l'âge de 15 ans, alors qu'il travaillait dans l'atelier de son père, Isaac avait été enlevé par des marchands d'esclaves sans scrupules lors d'une nuit sombre, ses papiers de liberté détruits et vendu dans le sud profond à un planteur du Mississippi. Depuis, il avait passé 13 ans dans les plantations, changeant de maître au gré des ventes et des successions, perdant peu à peu toute trace de son identité passée, oubliant même le nom que ses parents lui avaient donné. Les années passent lentement à Beaux et Jours. En 1852, la situation se détériore progressivement. Une série de mauvaises récoltes, causées par des pluies excessives au printemps qui ont noyé les jeunes plants, puis par une invasion de chenilles pendant l'été qui a dévoré les feuilles de canne, affectent gravement les revenus de la plantation. Les cours du sucre chutent également sur les marchés internationaux en raison d'une surproduction dans les Caraïbes. Augustin Beaux et Jours, endetté auprès de plusieurs banques de la Nouvelle-Orléans qui commencent à réclamer le remboursement de leurs prêts, réagit, comme tous les planteurs dans sa situation,
en intensifiant la pression sur ses travailleurs. Les journées de travail s'allongent, commençant avant l'aube et se terminant bien après le coucher du soleil. Les rations diminuent encore, le lard hebdomadaire étant supprimé certaines semaines. Les punitions deviennent plus fréquentes et plus sévères, le moindre manquement étant sanctionné par le fouet. Isaac continue de travailler sans broncher, comme une machine infatigable. Mais autour de lui, la tension monte inexorablement. Des rumeurs circulent parmi les esclaves, colportées par les domestiques qui entendent les conversations dans la grande maison. Certains parlent de fuite vers le nord, où l'esclavage commence à être contesté par les abolitionnistes, où des réseaux clandestins aident les fugitifs à atteindre la liberté. D'autres évoquent des révoltes dans des plantations voisines, rapidement écrasées dans le sang, les meneurs pendus ou brûlés vifs. La peur est omniprésente, mais aussi une colère sourde qui ne demande qu'à éclater, qui s'accumule comme la vapeur dans une marmite fermée. C'est au printemps de 1853 que survient l'événement qui va tout déclencher, qui va transformer Isaac et changer à jamais le destin de Beauséjour. Un matin d'avril, alors que les esclaves se rassemblent devant les cabanes pour recevoir leurs instructions de la journée, Augustin Beauséjour convoque tout le monde devant la grande maison. C'est inhabituel. Normalement, les rassemblements généraux sont rares, réservés aux annonces importantes ou aux punitions exemplaires. Un frisson d'appréhension parcourt la foule. Beauséjour est accompagné des frères Duplantier, qui tiennent fermement un jeune homme d'une vingtaine d'années, nommé Samuel. Samuel est un garçon mince et vif, connu pour son intelligence et son esprit rebelle, qui transparaît malgré tous ses efforts pour le cacher. Il a les mains attachées dans le dos, le visage tuméfié, signe qu'il a déjà été battu pendant la nuit. Samuel est accusé d'avoir volé de la nourriture dans les réserves de la cuisine de la grande maison. Le vol est considéré comme l'un des crimes les plus graves dans le système esclavagiste, car il symbolise une forme de résistance à l'autorité du maître, une négation du droit absolu du propriétaire sur tout ce qui se trouve dans son domaine. Beauséjour, le visage rouge de colère contenue, déclare d'une voix forte pour que tous entendent que Samuel doit être puni de manière exemplaire pour dissuader toute velléité de rébellion, pour rappeler à tous les conséquences de la désobéissance. Ce qui suit est d'une violence rare, même pour l'époque où les châtiments corporels sont monnaie courante. Samuel est attaché à un poteau devant la foule rassemblée, forcé d'assister au spectacle. Ses vêtements sont arrachés, exposant son dos déjà marqué par des cicatrices anciennes. Cyprien Duplantier, le plus brutal des deux contremaîtres, celui qui prend un plaisir visible à infliger la douleur, administre 50 coups de fouet. C'est un nombre exceptionnellement élevé. Normalement, 20 coups suffisent à déchirer la peau et à infliger une souffrance insupportable. Les lanières de cuir, spécialement traitées pour être plus dures et plus tranchantes, déchirent la peau du dos de Samuel. Le sang coule en abondance, formant des rivières écarlates qui descendent le long de ses jambes. Le jeune homme hurle de douleur, des cris déchirants qui résonnent dans le silence horrifié de la foule. Au 10e coup, sa voix commence à faiblir. Au 20e, il ne crie plus, émettant seulement des gémissements étouffés. Au 30e coup, son dos n'est plus qu'une masse sanguinolente de chair à vif. Au 40e, il s'effondre, maintenu debout seulement par les cordes qui le lient au poteau, inconscient. Mais Beauséjour n'est pas satisfait. Il ordonne que Samuel soit laissé attaché au poteau, sans soin, sans eau, sous le soleil brûlant de midi, qui transforme l'air en une fournaise suffocante. Que cela serve de leçon à tous, dit-il d'une voix glaciale, ses yeux parcourant la foule pour s'assurer que chacun a bien compris le message. Puis il retourne dans sa demeure, montant les marches du porche sans un regard en arrière, laissant les esclaves retourner au champ, terrifiés et écœurés. Isaac est témoin de toute la scène. Il se tient en retrait, près d'un groupe d'hommes plus âgés, immobile comme une statue de pierre. Mais quelque chose change dans son regard. Pour la première fois depuis son arrivée à Beauséjour, ceux qui l'observent y voient une lueur, une étincelle qui n'était pas là auparavant.
Ce n'est pas de la colère, pas encore. C'est quelque chose de plus profond, de plus sombre. C'est comme si un voile venait de se déchirer, révélant quelque chose qui avait été enterré depuis longtemps. Samuel meurt dans la nuit, toujours attaché au poteau. Son corps est découvert le lendemain matin, froid et raide, les yeux ouverts fixant le ciel. Une femme plus âgée, qui était sa tante, pousse un cri de désespoir en le voyant. Beauséjour ordonne qu'on l'enterre rapidement, sans cérémonie, dans le cimetière des esclaves à la lisière de la propriété, un terrain négligé où les tombes sont marquées seulement par des pierres brutes ou des morceaux de bois. Il n'y a pas d'enquête, pas de questions posées, pas de registre officiel de sa mort. La mort d'un esclave n'a aucune importance légale en Louisiane en 1853. Elle n'est même pas considérée comme un événement digne d'être noté. Mais cette mort marque un tournant invisible mais profond. Dans les cabanes, les conversations nocturnes deviennent plus tendues, plus chargées d'émotions. Les regards se durcissent. Une rage silencieuse commence à remplacer la résignation. Et Isaac, le géant silencieux qui n'a jamais parlé de lui-même, commence à être regardé différemment. Certains se demandent ce qu'il pense, ce qu'il ressent derrière ce masque d'impassibilité. D'autres commencent à murmurer qu'un homme de sa force pourrait faire beaucoup de choses, s'il le voulait, s'il décidait de ne plus accepter. Les mois qui suivent la mort de Samuel sont marqués par une atmosphère de tension croissante qui imprègne chaque recoin de la plantation Beauséjour. Augustin Beauséjour, inquiet des rumeurs de rébellion qui circulent dans les plantations voisines, où plusieurs incidents violents ont eu lieu ces derniers mois, renforce la surveillance de manière drastique. Il embauche un troisième contremaître, un homme nommé Émile Gautreau, réputé dans toute la paroisse pour sa capacité à briser les esclaves récalcitrants, à transformer les rebelles en serviteurs dociles. Gautreau est un ancien milicien qui a participé à la répression de plusieurs révoltes d'esclaves dans le Mississippi, habitué à la violence la plus extrême et sans aucune empathie. Son visage est marqué par une longue cicatrice qui va de son œil gauche jusqu'à sa mâchoire, souvenir d'un combat dont il ne parle jamais. Isaac continue de travailler avec la même efficacité mécanique, mais ceux qui l'observent attentivement remarquent des changements subtils dans son comportement. Il ne baisse plus toujours les yeux quand on lui parle. Parfois, il regarde les contremaîtres en face, même si ce n'est que pendant une fraction de seconde, juste assez pour que le message soit reçu. Il répond aux ordres, mais il y a une lenteur délibérée dans ses gestes, comme s'il testait les limites de ce qu'il peut faire sans être puni, comme s'il cherchait à définir l'espace de résistance qui lui reste. Les contremaîtres le remarquent aussi. Cyprien Duplantier, en particulier, semble déterminé à remettre Isaac à sa place, obsédé par l'idée que le géant pourrait devenir un problème majeur s'il n'est pas rapidement maté. Il multiplie les provocations, lui donnant les tâches les plus humiliantes, normalement réservées aux nouveaux arrivants ou aux punis, le frappant pour des prétextes futiles. Un regard trop appuyé, un mouvement trop lent, une réponse jugée insolente, même quand Isaac ne dit rien. Un jour de juillet, sous une chaleur accablante qui fait trembler l'air au-dessus des champs, Duplantier ordonne à Isaac de nettoyer les latrines de la grande maison, un travail normalement réservé aux femmes ou aux enfants, conçu spécifiquement pour humilier. Isaac obéit sans protester, mais il le fait avec une lenteur exaspérante, regardant Duplantier droit dans les yeux à chaque fois que celui-ci passe pour vérifier son travail, un regard qui dit clairement qu'il comprend l'humiliation mais qu'il ne la craint pas. Cette insolence silencieuse ne peut pas durer indéfiniment. Un après-midi de la fin août, alors que Isaac transporte un tonneau de mélasse vers le fleuve, le tonneau sur son épaule comme s'il ne pesait rien, Duplantier décide qu'il est temps de lui donner une leçon définitive. Il ordonne à Isaac de s'arrêter, puis, sans avertissement, le frappe au visage avec le manche de son fouet, un coup violent qui aurait assommé un homme normal. Isaac vacille légèrement, mais ne tombe pas. Le sang coule de sa lèvre fendue, formant une ligne rouge sur son menton. Duplantier le frappe à nouveau, visant cette fois l'arête du nez, puis une troisième fois, sur la tempe. Isaac ne bouge pas.
Il reste debout, immobile comme un roc, fixant Duplantier avec une intensité qui glace le sang du contremaître. Ses poings sont serrés le long de son corps, si serrés que ses jointures blanchissent, mais il ne lève pas les mains. Il ne riposte pas. Il ne dit rien. Pendant un long moment qui semble durer une éternité, les deux hommes se regardent dans un silence absolu. Puis Duplantier, mal à l'aise pour la première fois de sa vie face à un esclave, recule d'un pas involontaire et ordonne à Isaac de reprendre son travail, sa voix légèrement tremblante. Isaac s'exécute, soulevant le tonneau et continuant son chemin comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose vient de se passer, quelque chose que tous les témoins de la scène ont ressenti. Un déplacement subtil du rapport de force. Ce soir-là, dans les cabanes, les conversations tournent exclusivement autour de l'incident. Les anciens hochent la tête, inquiets de ce qu'ils ont vu. Ils savent que ce genre de confrontation ne peut mener qu'à une seule issue. Soit Isaac sera brisé, fouetté jusqu'à ce que sa volonté soit anéantie, soit il se révoltera ouvertement. Et dans les deux cas, cela finira mal, probablement dans le sang. Certains commencent à prendre leur distance avec Isaac, craignant d'être associés à lui quand la punition inévitable tombera. Mais Isaac ne dit rien. Il mange sa maigre ration de maïs bouilli et de lard rance, puis s'allonge sur sa paillasse infestée de punaises. Les autres le regardent, attendant un signe, un mot, une indication de ses intentions. Mais Isaac ferme les yeux et semble s'endormir, sa respiration devenant lente et régulière. Les semaines passent dans une tension palpable. L'automne arrive, apportant avec lui la saison de la récolte de la canne à sucre, la période la plus intense de l'année, celle qui détermine la fortune ou la ruine d'une plantation. Les journées de travail s'étendent de l'aube jusqu'à la nuit tombée, parfois même plus tard quand la lune est pleine et permet de continuer. Les esclaves coupent, transportent et traitent la canne sans relâche, leurs mains se couvrant de coupures causées par les feuilles tranchantes, comme des rasoirs. C'est une période d'épuisement extrême, où les accidents sont fréquents et les morts pas rares. Un faux pas dans le moulin à sucre peut broyer un bras. Une chute sous la chaleur peut être fatale. Une infection dans une plaie non soignée peut tuer en quelques jours. Isaac travaille comme une machine parfaitement huilée. Il coupe la canne avec une rapidité impressionnante, ses mouvements précis et puissants, chaque coup de machette abattant plusieurs tiges à la fois. Les contremaîtres, malgré leur méfiance grandissante, ne peuvent s'empêcher d'être satisfaits de son rendement qui dépasse celui de n'importe quel autre travailleur. Beauséjour lui-même vient observer Isaac à plusieurs reprises, se tenant à distance prudente, calculant mentalement les profits que cet homme lui rapporte, se demandant s'il peut continuer à tirer profit de sa force, tout en contrôlant son esprit visiblement rebelle. Mais un matin d'octobre, alors que la rosée recouvre encore les champs et que l'air est inhabituellement frais, un nouvel incident se produit. Une jeune femme nommée Céleste, qui travaille aux côtés d'Isaac dans les champs de canne, s'effondre soudainement. Elle est enceinte de plusieurs mois, son ventre rond visible sous sa robe usée, mais cela n'a pas empêché les contremaîtres de lui imposer le même rythme de travail que les autres, voire plus, car sa grossesse est vue comme un signe de paresse. Maintenant, elle gît au sol entre les rangées de cannes, le visage d'une pâleur mortelle, respirant difficilement, tenant son ventre avec des mains tremblantes. Isaac s'arrête immédiatement de travailler et se précipite vers elle, laissant tomber sa machette. Il se penche, vérifie son pouls, place une main sur son front brûlant de fièvre. Puis, prenant une décision rapide, il la soulève avec précaution, la prenant dans ses bras comme si elle ne pesait rien, comme on porterait un enfant. Puis, sans demander la permission, sans même regarder vers les contremaîtres, il se dirige d'un pas déterminé vers les cabanes pour la mettre à l'abri du soleil qui commence déjà à chauffer. Émile Gautreau, qui surveille cette section du champ depuis une petite élévation de terrain, hurle à Isaac de retourner immédiatement au travail, sa voix portant loin dans l'air matinal. Isaac l'ignore complètement, continuant d'avancer. Gautreau court vers lui, levant son fouet prêt à frapper. Mais avant qu'il puisse faire un geste, Isaac se retourne lentement et le regarde. C'est un regard que Gautreau n'oubliera jamais jusqu'à son dernier jour.
Ce n'est pas de la colère explosive, ce n'est pas de la haine bouillonnante. C'est quelque chose de plus froid, de plus implacable. C'est le regard d'un homme qui a pris une décision irrévocable, qui a franchi une ligne intérieure et qui ne reviendra pas en arrière. Gautreau hésite, son bras levé se figeant dans l'air. Il sent quelque chose qu'il n'a jamais ressenti auparavant face à un esclave. Un doute, presque de la peur. Il baisse son fouet lentement, fait un pas en arrière, puis un autre. Il laisse Isaac emmener Céleste vers les cabanes. Les autres esclaves, témoins de la scène, échangent des regards stupéfaits, à peine capables de croire ce qu'ils viennent de voir. Pour la première fois dans l'histoire de la plantation Beau Séjour, un contremaître a reculé devant un esclave, a abandonné sa position d'autorité absolue. Cette nuit-là, les discussions dans les cabanes sont extraordinairement animées, les voix basses mais intenses. Certains disent qu'Isaac vient de signer son arrêt de mort, que Beau Séjour ne peut pas laisser passer un tel affront, que demain matin, Isaac sera fouetté jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger. Ou pire, d'autres murmurent qu'Isaac est peut-être l'homme que tout le monde attendait depuis si longtemps, celui qui osera enfin défier ouvertement Beau Séjour, qui montrera qu'il est possible de résister. Mais la plupart restent prudents, sachant que l'espoir est une chose dangereuse dans un monde où la survie dépend de la soumission absolue, où chaque acte de rébellion est puni par des représailles collectives. Isaac, lui, ne participe pas aux conversations agitées. Il reste assis près de la cabane de Céleste, veillant sur elle jusqu'à ce qu'elle reprenne des forces, lui donnant de l'eau fraîche, plaçant des chiffons humides sur son front. Quand on lui demande pourquoi il a pris un tel risque pour elle, pourquoi il a défié Gautreau alors que cela pourrait lui coûter la vie, il répond simplement, sans lever les yeux, « Elle avait besoin d'aide, c'est tout ». Ces mots, dans leur simplicité désarmante, résonnent profondément dans le cœur de tous ceux qui les entendent. Car dans un système conçu méthodiquement pour déshumaniser, pour transformer des êtres humains en simples propriétés, en outils de travail, le simple fait d'aider quelqu'un, de reconnaître son humanité, devient un acte de résistance fondamentale, une affirmation que les liens humains existent encore malgré tout. L'incident avec Céleste marque un point de non-retour dans l'histoire de la plantation Beau Séjour. Augustin Beau Séjour, informé par Gautreau de ce qui s'est passé dans les moindres détails, convoque Isaac devant la grande maison le lendemain matin à l'aube. C'est une convocation redoutée, car elle annonce généralement une punition sévère, parfois même la vente immédiate ou l'emprisonnement dans les cellules souterraines que certaines plantations maintiennent pour les esclaves récalcitrants. Isaac se présente à l'heure convenue, escorté par les 3 contremaîtres qui marchent en formation serrée autour de lui, leurs armes bien visibles. Beau Séjour est assis sur le porche de sa demeure coloniale, dans un fauteuil en rotin, un verre de whisky à la main malgré l'heure matinale. Il regarde Isaac avec un mélange de mépris profond et de calcul froid. Beau Séjour est un homme intelligent, formé aux affaires, et il comprend que Isaac représente un problème complexe, qui ne peut être résolu simplement. D'un côté, sa valeur économique est immense. Il fait le travail de plusieurs hommes. Il a coûté une fortune à l'achat. Il représente un investissement considérable. De l'autre, son insolence croissante, son refus de plus en plus visible de la soumission totale pourrait encourager d'autres à le suivre, pourrait créer une cascade de rébellion. « Isaac », dit Beau Séjour d'une voix calme mais glaciale, chaque mot prononcé avec une clarté parfaite. On me dit que tu as quitté les champs sans permission hier. On me dit que tu as désobéi à un ordre direct d'un contremaître. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Isaac ne répond pas. Il garde les yeux baissés, adoptant une posture de soumission apparente, les épaules légèrement voûtées, les mains le long du corps. Mais Beau Séjour n'est pas dupe de cette attitude. Il a vu trop d'esclaves, géré trop de situations pour être trompé par les apparences. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? C'est de la désobéissance pure et simple. Et la désobéissance doit être punie. Sans punition, sans exemple, c'est tout le système qui s'effondre. Tu comprends cela? Beau Séjour fait un signe de la tête au contremaître. Cyprien Duplantier s'avance, le fouet déjà déroulé à la main, un sourire mauvais sur le visage. Mais avant qu'il puisse faire un geste,
Avant qu'il puisse ordonner à Isaac de se retourner et de se préparer pour la punition, Isaac lève la tête lentement et regarde Beauséjour directement dans les yeux. C'est un acte d'une audace inouïe, une transgression absolue des codes sociaux. Dans le système esclavagiste, un esclave ne doit jamais, sous aucun prétexte, regarder un blanc dans les yeux. C'est considéré comme un défi ouvert, une forme de rébellion aussi grave qu'une violence physique. Beauséjour se lève brusquement de son fauteuil, renversant presque son verre, le visage devenant rouge de colère. « Tu oses me regarder ainsi ?» dit-il d'une voix tremblante de rage. « Tu crois que ta taille te rend spécial? Tu crois que ta force te donne des droits? Tu n'es qu'un bien, Isaac. Ma propriété, un objet que j'ai acheté et payé, et je peux faire de toi ce que je veux. Je peux te fouetter, te vendre, te tuer si je le décide. Tu n'es rien. » Isaac ne détourne pas le regard. Il reste immobile, ses yeux plantés dans ceux de Beauséjour, ne disant rien mais communiquant tout par ce simple regard. Le silence qui suit est pesant, chargé d'une tension électrique. Les contremaîtres, mal à l'aise, se regardent entre eux, ne sachant pas comment réagir. Ils sentent que quelque chose est en train de se jouer qui dépasse une simple punition. Quelque chose de plus profond et de plus dangereux. Finalement, après ce qui semble une éternité, Beauséjour détourne le regard le premier. C'est un geste presque imperceptible, un battement de paupières, un léger mouvement de la tête, mais tous ceux qui sont présents le remarquent. Beauséjour recule d'un pas, comme s'il voulait mettre de la distance entre lui et Isaac, comme s'il ressentait soudain un malaise physique. Puis il dit, d'une voix qui tente de retrouver son autorité mais qui sonne légèrement fausse, 20 coups de fouet. Que cela te serve de leçon. Cyprien, occupe-toi de ça immédiatement. Cyprien Duplantier s'approche d'Isaac avec une certaine hésitation inhabituelle chez lui. Isaac est si grand, si massif, que même attaché et sans défense, il reste physiquement intimidant. 2 autres hommes sont appelés pour aider à maintenir Isaac contre un poteau. Duplantier lève le fouet et frappe. Une fois, le cuir claquant contre le dos d'Isaac avec un bruit sec, 2 fois, 3 fois. Mais Isaac ne crie pas, ne gémit pas, ne donne aucun signe de douleur. Il reste debout, les muscles tendus comme des câbles d'acier, encaissant les coups sans broncher, sa respiration restant régulière et contrôlée. Au 10e coup, Duplantier s'arrête, essoufflé, le bras fatigué. Il regarde Beauséjour, attendant des instructions, espérant secrètement qu'on lui dira d'arrêter. Beauséjour, de plus en plus mal à l'aise, visible dans la façon dont il évite de regarder directement Isaac, fait un geste impatient de la main. C'est suffisant. Détachez-le et ramenez-le au champ. Qu'il reprenne son travail. Les contremaîtres détachent à Isaac rapidement et le poussent vers les champs. Isaac part sans un mot, le dos ensanglanté, des traînées rouges sur sa chemise déchirée, mais la tête haute, marchant d'un pas ferme. Les esclaves qui ont assisté à la scène depuis la distance, forcés de regarder mais gardant leur distance, le regardent avec un mélange de respect profond et d'admiration mêlée de crainte. Quelque chose vient de changer de manière fondamentale. Isaac a affronté Beauséjour dans un duel silencieux de volonté, et a survécu. Plus encore, il a forcé Beauséjour à reculer, à montrer une faiblesse que personne n'avait jamais vue auparavant. Dans les jours qui suivent, la tension à Beauséjour atteint un niveau sans précédent dans l'histoire de la plantation. Les contremaîtres redoublent de violence envers tous les esclaves, comme pour compenser leur humiliation personnelle, comme pour restaurer une autorité qu'ils sentent glisser entre leurs doigts. Les punitions deviennent arbitraires et brutales. Mais les esclaves, eux, commencent à regarder Isaac différemment. Il n'est plus seulement le géant silencieux qui travaille sans se plaindre. Il devient un symbole vivant, une figure autour de laquelle se cristallisent les espoirs et les frustrations accumulées pendant des années, parfois des décennies de souffrance. Isaac, conscient de ce changement, de ce poids nouveau sur ses épaules, commence à agir avec plus de prudence. Il sait qu'il est surveillé constamment, que chaque geste est scruté,
que chaque parole est rapportée. Mais il sait aussi qu'il a franchi une ligne invisible et qu'il ne peut plus faire marche arrière. Que toute tentative de retourner à sa soumission antérieure serait vue comme une trahison par ceux qui commencent à placer leurs espoirs en lui. Un soir de novembre, alors que les esclaves se rassemblent dans les cabanes après une journée particulièrement épuisante, un homme âgé nommé Josiah s'approche d'Isaac. Josiah est respecté dans la communauté des esclaves, une sorte de sage qui a survécu à plusieurs plantations, qui a vu des dizaines de maîtres se succéder. Il porte les marques de 50 ans d'esclavage sur son corps, des cicatrices innombrables, des doigts manquants perdus dans un accident au moulin, un dos courbé par le travail. Sa sagesse est souvent sollicitée dans les moments difficiles. « Isaac, » dit Josiah à voix basse, s'asseyant à côté du géant, « tu sais ce que tu as fait, n'est-ce pas ? Tu as défié le maître ouvertement, et maintenant, ils vont tout faire pour te briser. Ou pire, pour te vendre à un marchand qui t'enverra dans les champs de coton du Mississippi profond, où les conditions sont encore pires qu'ici. » Isaac hoche la tête lentement. « Je sais, Josiah, je sais ce qui m'attend. Alors pourquoi ? Pourquoi prendre ce risque ? Tu pouvais continuer comme avant, travailler, survivre. Peut-être qu'un jour tu aurais été affranchi. Peut-être qu'un jour les choses auraient changé. » Isaac reste silencieux pendant un long moment, regardant ses mains massives, ses mains qui ont coupé des milliers de tonnes de canne, qui ont porté des charges impossibles. Puis il dit d'une voix basse mais ferme, « Parce que je ne peux plus vivre comme ça, Josiah. Je ne peux plus faire semblant d'accepter. Je ne peux plus être une chose, une propriété. » Samuel est mort attaché à un poteau comme un animal. Céleste allait mourir dans les champs parce que sa vie ne valait rien pour eux. À quel moment est-ce qu'on dit non? À quel moment est-ce qu'on se rappelle qu'on est humain? Josiah soupire profondément, un son qui vient du fond de son âme fatiguée. « Je comprends, mon garçon. Je comprends vraiment. Mais tu dois savoir que si tu continues sur cette voie, tu ne seras pas seul à en payer le prix. Ils vont nous punir tous pour ce que tu fais. C'est toujours comme ça qu'ils fonctionnent. Ils créent la peur collective. » Isaac baisse les yeux, le poids de cette responsabilité s'abattant sur ses épaules comme un fardeau physique. « Je sais, et je ne veux pas ça. Je ne veux pas que d'autres souffrent à cause de moi. Mais que puis-je faire? Retourner à la soumission? Prétendre que rien ne s'est passé? » Josiah pose une main tremblante sur l'épaule massive d'Isaac. « Tu peux attendre. Tu peux survivre jour après jour. Et un jour, peut-être, les choses changeront d'elles-mêmes. J'ai entendu parler de mouvements dans le Nord, de gens qui parlent d'abolir l'esclavage. Peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, nous serons libres sans qu'il soit nécessaire de mourir pour ça. » Mais Isaac secoue la tête fermement. « Non, Josiah, les choses ne changeront pas d'elles-mêmes. Personne ne va nous donner la liberté par bonté d'âme. Quelqu'un doit agir. Quelqu'un doit montrer que nous ne sommes pas des choses, que nous sommes des hommes. » Ces mots marquent un tournant définitif. Isaac n'est plus seulement un homme en colère contre son sort. Il devient un homme avec un plan, une intention claire, une vision. Et cela le rend infiniment plus dangereux aux yeux de Beauséjour et des contremaîtres qui commencent à sentir que quelque chose de grave se prépare. Si cette histoire vous donne des frissons, laissez un like et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer. Continuons maintenant vers le moment où tout va basculer. Décembre 1853. L'hiver louisianais s'installe, doux comparé aux hivers du Nord, mais apportant des nuits froides et humides qui pénètrent jusqu'aux os dans les cabanes mal isolées. La récolte de la canne est terminée. Les champs sont maintenant des étendues de terre noire et de chaume coupé. La plantation entre dans une période de travaux d'entretien. Réparation des équipements, entretien des bâtiments, préparation des terres pour la prochaine saison. C'est une période légèrement moins éprouvante physiquement que la récolte, mais la tension psychologique reste intense. Peut-être même plus intense car les esclaves ont plus de temps pour penser, pour parler, pour imaginer des alternatives à leurs conditions.
Augustin Beauséjour, de plus en plus inquiet de l'influence grandissante d'Isaac sur les autres esclaves, inquiet des regards qu'il surprend, des conversations qui s'arrêtent brusquement quand il approche, décide de prendre des mesures radicales. Il convoque les 3 contremaîtres dans son bureau lambrissé de chaînes, ferme la porte à clé et leur donne des instructions claires et sans ambiguïté. Isaac doit être isolé du reste de la communauté des esclaves, humilié publiquement de manière répétée, brisé psychologiquement et physiquement. Et si cela ne fonctionne pas dans les 3 mois, il sera vendu à un marchand d'esclaves de passage, même si cela représente une perte financière considérable. Les contremaîtres se mettent au travail avec un zèle renouvelé. Isaac est assigné systématiquement aux tâches les plus dégradantes. Nettoyer les écuries où l'odeur est suffocante, vider les fosses d'aisance qui dégagent des vapeurs toxiques, transporter le fumier vers les champs, creuser des fossés de drainage dans la boue jusqu'aux genoux. Il est privé de sa ration de viande, recevant seulement du maïs moulu et de l'eau, parfois même pas de maïs frais mais des restes moisis. Il est fouetté pour des prétextes de plus en plus futiles et absurdes. Un regard jugé insolent alors qu'il ne regardait personne. Un geste trop lent alors qu'il travaillait aussi vite que possible. Un mot murmuré alors qu'il n'a rien dit. Mais Isaac ne cède pas. Il continue de travailler, de supporter les humiliations avec une dignité silencieuse, de résister sans jamais se plaindre ouvertement. Et plus il résiste, plus son prestige grandit parmi les esclaves. Il voit en lui un exemple vivant de dignité humaine, de refus d'être totalement déshumanisé. Des femmes commencent à partager discrètement leurs rations avec lui. Des hommes l'aident dans ses tâches quand les contremaîtres ne regardent pas. Un réseau silencieux de solidarité se forme autour de lui. Un soir de janvier 1854, alors que le froid pénètre les cabanes et que les esclaves se serrent les uns contre les autres pour conserver la chaleur, un événement inattendu et dramatique se produit. Un groupe de 5 esclaves, mené par un homme nommé Benjamin, un jeune homme de 25 ans au caractère impétueux, décide de voler de la nourriture dans les réserves de la plantation. C'est un acte de désespoir pur, motivé par la faim qui tenaille les ventres, par la frustration accumulée, par le spectacle quotidien de l'abondance dans la grande maison contrastant avec leur misère. Mais c'est aussi un acte inspiré par l'exemple d'Isaac, qui a montré qu'il était possible de défier l'autorité, même à un coût personnel élevé. Le vol est découvert le lendemain matin par la cuisinière de la grande maison. Beauséjour, furieux au-delà de toute mesure, ordonne une enquête immédiate et impitoyable. Les contremaîtres interrogent tous les esclaves un par un, utilisant la violence et les menaces pour obtenir des aveux. Finalement, après 2 jours d'interrogatoires brutaux, Benjamin et 3 autres hommes sont identifiés comme les coupables, trahis par quelqu'un qui a cédé sous la torture. Beauséjour décide de faire un exemple qui restera gravé dans toutes les mémoires. Les 4 hommes sont attachés à des poteaux devant la grande maison, exposés au regard de tous les esclaves qui sont forcés d'assister au spectacle sous peine de punition. Ils sont fouettés publiquement, chacun recevant 30 coups qui transforment leur dos en masse sanguinolente. Mais cette fois, la punition ne s'arrête pas là. Beauséjour ordonne que Benjamin, le meneur présumé, soit marqué au fer rouge sur le visage. Une punition normalement réservée aux esclaves fugitifs récidivistes ou aux rebelles notoires. C'est un acte d'une cruauté extrême, conçu non seulement pour punir mais pour terroriser, pour marquer de manière indélébile le prix de la rébellion. Le fer est chauffé dans un brasier jusqu'à devenir rouge incandescent. Benjamin, attaché et maintenu par 4 hommes, hurle de terreur avant même que le fer ne touche sa peau. Quand le métal brûlant est pressé contre sa joue gauche, ses hurlements déchirent l'air. Un son animal de souffrance pure qui résonne pendant des minutes. L'odeur de chair brûlée se répand. Le sang coule mêlé à des lambeaux de peau carbonisés. Les esclaves forcés de regarder détournent les yeux, certains pleurent en silence, d'autres serrent les dents jusqu'à ce qu'elles craquent. Isaac assiste à la scène depuis le premier rang, forcé d'être là par les contremaîtres qui l'ont placé stratégiquement pour qu'il voie bien.
pour qu'il comprenne ce qu'il attend s'il continue sur sa voie. Il voit Benjamin hurler de douleur, voit la chair brûler, voit le jeune homme s'effondrer après que le fer soit retiré, inconscient de souffrance. Et quelque chose se brise définitivement en lui. Ce n'est plus de la colère contrôlée. C'est une rage froide, implacable, qui consume tout sur son passage, une détermination absolue que rien ne pourra arrêter. Cette nuit-là, Isaac ne dort pas du tout. Il reste assis dans sa cabane, les yeux fixés sur le mur de planches, pensant, planifiant, calculant. Les autres esclaves le laissent tranquille, sentant qu'il est dans un état dangereux, que quelque chose de fondamental est en train de se transformer en lui. Ils ne savent pas ce qu'ils comptent faire, mais ils savent avec certitude que quelque chose va se passer, quelque chose d'irréversible. Le lendemain matin, Isaac se présente au champ comme d'habitude, à l'heure exacte où le travail doit commencer. Mais les contremaîtres remarquent immédiatement un changement radical dans son attitude. Il ne baisse plus les yeux du tout. Il ne répond plus aux ordres avec la docilité habituelle. Il se déplace avec une assurance nouvelle, presque menaçante, comme un animal qui a décidé de ne plus avoir peur. Cyprien Duplantier, toujours prompt à réagir aux signes de rébellion, toujours à l'affût de la moindre occasion de démontrer son autorité, décide qu'il est temps de remettre Isaac à sa place, une fois pour toutes, de briser définitivement ce qui reste de volonté en lui. Il s'approche d'Isaac avec son fouet levé et crie d'une voix forte pour que tous entendent « Isaac, tourne-toi et regarde-moi quand je te parle, tout de suite !» Isaac se retourne lentement, très lentement, chaque mouvement délibéré. Il regarde Duplantier, et dans ses yeux il y a quelque chose qui fait littéralement reculer le contremaître de plusieurs pas. Ce n'est plus de la résignation, ce n'est plus de la peur, ce n'est même plus de la colère ordinaire. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et terrifiant. C'est la détermination pure d'un homme qui a pris une décision finale et irrévocable. « Tu veux me frapper encore, Cyprien ?» dit Isaac d'une voix basse mais parfaitement audible, utilisant pour la première fois le prénom du contremaître, un acte d'insubordination majeur. « Vas-y, frappe-moi, mais sache que ce sera la dernière fois que tu lèves la main sur moi ou sur quiconque ici. » Ces mots résonnent comme une menace directe et explicite. Duplantier, choqué jusqu'au plus profond de son être, hésite, son bras levé tremblant légèrement. Jamais, en 15 ans de travail comme contremaître, un esclave ne lui a parlé ainsi, n'a osé le menacer ouvertement. Les autres esclaves, témoins de la scène, retiennent leur souffle collectivement. Ils savent que ce moment est décisif, que tout peut basculer dans les secondes qui viennent. Mais avant que Duplantier puisse réagir, avant qu'il puisse frapper ou appeler à l'aide, Mathieu Duplantier et Émile Gautreau arrivent en courant, alertés par les cris. Ils ont entendu l'échange et comprennent immédiatement la gravité extrême de la situation. Les trois contremaîtres se placent face à Isaac, formant un demi-cercle, leurs fouets et leurs pistolets bien visibles, prêts à intervenir. « Isaac !» dit Gautreau d'une voix calme mais ferme, essayant de désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère en violence ouverte. « Tu es en train de commettre une erreur très grave, une erreur qui te coûtera la vie. Retourne au travail maintenant, immédiatement, et nous oublierons ce que tu viens de dire. C'est ta dernière chance. » Isaac les regarde tous les trois, un par un, prenant son temps. Puis, de manière totalement inattendue, il sourit. C'est un sourire sans joie, presque triste, un sourire qui semble dire qu'il sait exactement ce qui va se passer et qu'il l'accepte. « Non », dit-il simplement, le mot tombant comme une pierre dans le silence. « C'est fini. Tout ça est fini. » Et il retourne au travail, soulevant sa machette et commençant à couper les mauvaises herbes avec des gestes précis, laissant les trois contremaîtres stupéfaits, incapables de comprendre ce qui vient de se passer. Ils échangent des regards inquiets, des regards qui disent clairement qu'ils savent qu'Isaac vient de franchir une ligne définitive et que les conséquences seront terribles pour tous. Cette nuit-là, les contremaîtres se réunissent avec beaux et jours dans la grande maison, dans le bureau où se prennent toutes les décisions importantes. Ils lui rapportent l'incident du matin dans ses moindres détails et expriment leur inquiétude profonde.
Isaac est devenu totalement incontrôlable. S'il continue ainsi, s'il n'est pas stoppé immédiatement, il pourrait déclencher une révolte générale. Les autres esclaves le regardent maintenant avec une admiration qui pourrait facilement se transformer en action collective. Il faut agir, et vite, avant que la situation ne dégénère complètement. Beau Séjour écoute en silence, sirotant son whisky, son visage devenant de plus en plus sombre. Puis il prend une décision finale. « Demain matin à l'aube, dit-il d'une voix glaciale et définitive, Isaac sera enchaîné et enfermé dans la grange. Je vais contacter immédiatement un marchand d'esclaves de la Nouvelle-Orléans que je connais. Isaac sera vendu dans les 3 jours maximum. Je ne veux plus le voir sur ma propriété, peu importe la perte financière. » Les contremaîtres hochent la tête avec soulagement. C'est une décision sensée, même si elle représente une perte financière considérable de plusieurs milliers de dollars. Isaac est devenu trop dangereux pour être gardé, trop imprévisible, trop susceptible d'inspirer d'autres à la rébellion. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce qu'aucun d'entre eux ne peut deviner, c'est que Isaac a déjà prévu leur réaction. Et il a un plan qu'il a mûri pendant des semaines, étudiant chaque détail, chaque possibilité. Le lendemain matin, bien avant l'aube, alors que l'obscurité règne encore et que la plantation dort, les 3 contremaîtres se présentent à la cabane d'Isaac. Ils sont lourdement armés de pistolets chargés et portent des chaînes en fer massif. Ils s'attendent à une résistance violente, à devoir maîtriser Isaac par la force. Mais Isaac les surprend complètement en sortant calmement de sa cabane avant même qu'ils ne frappent à la porte, comme s'il les attendait, les mains déjà tendues devant lui en signe de soumission. « Je ne résisterai pas, » dit-il simplement d'une voix neutre. « Faites ce que vous avez à faire. » Les contremaîtres, profondément méfiants de cette coopération soudaine, le regardent avec suspicion, cherchant le piège. Mais ils n'ont pas le temps de réfléchir longuement. Ils enchaînent Isaac aux poignets et aux chevilles avec des chaînes lourdes, suffisamment solides selon eux pour retenir même un homme de sa force. Puis, le conduisent vers la grange, une structure massive située à l'écart de la grande maison, au bout d'un chemin de terre. La grange est un bâtiment imposant utilisé pour stocker le matériel agricole, les réserves de grains pour l'hiver, et occasionnellement pour enfermer les esclaves récalcitrants dans des cellules rudimentaires aménagées à cet effet. C'est un bâtiment sombre et humide, avec des murs épais faits de planches de chêne, un toit de bardeaux et une seule porte massive verrouillée de l'extérieur par un cadenas en acier. Isaac est poussé sans ménagement à l'intérieur de l'une des cellules, une pièce étroite sans fenêtre, et la porte est fermée derrière lui avec un claquement définitif. Les contremaîtres placent un cadenas solide et postent un garde armé à l'extérieur avec instruction de tirer au moindre bruit suspect. Puis, ils retournent à leur tâche quotidienne, satisfaits d'avoir enfin neutralisé la menace que représentait Isaac. Mais à l'intérieur de la grange sombre, Isaac sourit dans l'obscurité, car il a attendu ce moment précis pendant des semaines, l'a planifié dans ses moindres détails. Pendant des mois, il a observé la grange attentivement, étudié sa structure quand il y travaillait, repéré ses faiblesses structurelles. Et maintenant, enfermé à l'intérieur, il peut enfin mettre son plan à exécution. La grange est vieille, construite il y a plus de 40 ans. Ses murs, bien qu'épais, sont faits de planches de bois clouées ensemble, et le temps et l'humidité ont fait leur œuvre. Les poutres qui soutiennent le toit sont solides en apparence, massives et imposantes, mais Isaac sait qu'elles reposent sur des piliers qui ont été sérieusement affaiblis par l'humidité constante et par les termites qui infestent toute la région. Il le sait parce qu'il a aidé à réparer cette grange à plusieurs reprises au cours des 2 dernières années, et il a noté chaque faiblesse, chaque point vulnérable. Il passe les heures suivantes à travailler méthodiquement en silence. Malgré ses chaînes qui limitent ses mouvements, il parvient à atteindre l'une des poutres principales qui traversent le plafond de sa cellule. Avec sa force colossale, utilisant son poids et sa masse musculaire comme levier, il commence à la secouer, testant sa résistance, cherchant le point de rupture.
La poutre craque légèrement sous la pression, mais tient bon initialement. Isaac continue, patient, déterminé, tirant, poussant, utilisant chaque once de sa force extraordinaire, travaillant sans relâche pendant des heures. À l'extérieur, le garde n'entend rien de suspect. La grange est suffisamment éloignée et suffisamment épaisse pour que les bruits à l'intérieur ne soient pas audibles de l'extérieur. Les heures passent lentement. Le soleil se lève, atteint son zénith, puis commence à descendre vers l'horizon. Le soir arrive, apportant avec lui l'obscurité qui enveloppe la plantation. Et soudain, vers 10 heures du soir, avec un craquement assourdissant qui résonne comme un coup de tonnerre, la poutre cède finalement. Elle s'effondre brutalement, entraînant avec elle une partie importante du toit dans un fracas de bois éclaté et de bardeaux qui s'entrechoquent. Isaac, anticipant parfaitement l'effondrement grâce à ses calculs minutieux, s'est déjà écarté et plaqué contre le mur opposé. Il se retrouve couvert de poussière épaisse et de débris de bois, mais complètement indemne, pas même une égratignure. Le garde, alerté par le bruit terrifiant, court immédiatement vers la porte et l'ouvre précipitamment, sa lanterne tremblante à la main, pour voir ce qui s'est passé. Il entre dans la grange, avançant prudemment dans les débris. Et c'est là, dans la lumière vacillante de la lanterne, qu'il voit Isaac, debout, au milieu des décombres, imposant comme une statue vivante, les chaînes brisées gisant à ses pieds comme des serpents morts. Isaac a utilisé l'effondrement massif pour briser ces chaînes de manière ingénieuse, les coinçant sous les poutres les plus lourdes et tirant de toutes ses forces jusqu'à ce que les maillons cèdent. Maintenant, il est libre, ses mains et ses pieds libres de toute entrave. Le garde, absolument terrifié par la vision de ce géant libéré, tente de sortir en courant et en criant à l'aide. Mais Isaac est beaucoup plus rapide qu'on pourrait l'imaginer pour un homme de sa taille. En 2 enjambées puissantes, il rattrape le garde, l'attrape par le col de sa chemise et le soulève du sol d'une seule main, comme s'il ne pesait absolument rien. Le garde hurle de terreur, agite ses bras et ses jambes dans le vide. Mais Isaac le regarde calmement dans les yeux et dit d'une voix parfaitement contrôlée, « Je ne vais pas te tuer, je ne vais faire de mal à personne ce soir, mais tu vas rester ici sagement et te taire. » Il attache solidement le garde avec les mêmes chaînes qui l'entravaient quelques minutes auparavant, les serrant suffisamment pour qu'il ne puisse pas s'échapper, mais pas assez pour lui faire mal. Puis, prenant la lanterne du garde, il sort de la grange dans la nuit louisianaise. La plantation Beauséjour est plongée dans l'obscurité presque totale. Seules quelques lanternes brillent faiblement près de la grande maison où Beauséjour est probablement en train de dîner, ignorant tout de ce qui vient de se passer. Isaac se déplace silencieusement malgré sa taille, profitant des ombres denses projetées par les grands arbres qui bordent la propriété pour éviter d'être vu. Il se dirige avec détermination vers les quartiers des esclaves, sachant exactement ce qu'il doit faire. Là, il réveille en douceur quelques hommes de confiance, dont Josiah et un autre homme nommé Elijah, un homme fort d'une 30aine d'années en qui Isaac a appris à avoir confiance au fil des mois. Il leur explique rapidement et à voix basse ce qui s'est passé et ce qu'il compte faire maintenant. Il est très clair sur un point. Il ne veut pas déclencher une révolte générale qui impliquerait tous les esclaves. Il sait que cela se terminerait inévitablement par un massacre, que les milices locales seraient appelées, que des dizaines de personnes innocentes mourraient. Mais il veut frapper Beauséjour là où cela fait vraiment mal, dans son orgueil démesuré et dans sa richesse matérielle. Ensemble, se déplaçant comme des ombres dans la nuit, ils se dirigent vers les grands entrepôts où sont stockées les réserves précieuses de canne à sucre transformées et de mélasse, prêtes à être vendues sur les marchés de la Nouvelle-Orléans. Isaac sait que ces réserves représentent une véritable fortune pour Beauséjour, probablement plus de 50 000 $, le fruit de toute une année de travail acharné de tous les esclaves. Utilisant de l'huile de lampe et des torches improvisées, ils mettent le feu aux entrepôts méthodiquement. Les flammes prennent rapidement, alimentées par le sucre et la mélasse, qui sont hautement inflammables.
En quelques minutes, les flammes montent très haut dans la nuit noire, éclairant le ciel d'une lueur orange et rouge spectaculaire visible à des kilomètres à la ronde. La chaleur devient intense, presque insupportable. L'alarme est donnée rapidement. Les contremaîtres sortent en courant de leur maison. Les esclaves sont réveillés brutalement et forcés de former des chaînes humaines pour passer des seaux d'eau depuis le fleuve. Tout le monde se précipite dans une confusion totale pour tenter d'éteindre l'incendie catastrophique. Mais il est déjà beaucoup trop tard. Les entrepôts sont complètement consumés en moins d'une demi-heure, ne laissant que des cendres fumantes et des poutres carbonisées. Dans la confusion générale, dans le chaos et la fumée qui enveloppent tout, Isaac et ses deux compagnons disparaissent sans être vus. Ils se dirigent rapidement et silencieusement vers les marais qui bordent la plantation au sud, un territoire hostile et extrêmement dangereux, infesté d'alligators, de serpents venimeux et de zones de sable mouvant, mais où ils peuvent se cacher et où peu oseront les suivre. Augustin Beauséjour, réveillé en sursaut par le tumulte et les cris, sort précipitamment de sa demeure en robe de chambre et contemple le désastre absolu avec une horreur grandissante. Ses réserves, sa fortune accumulée péniblement, partent littéralement en fumée devant ses yeux. Mais ce qui le terrifie le plus profondément, ce qui lui glace le sang, c'est de comprendre rapidement que Isaac est libre, que le géant qu'il croyait avoir neutralisé s'est échappé. Et il sait instinctivement, avec une certitude absolue, que Isaac ne s'arrêtera pas là, que ce n'est que le début. Les jours suivants sont marqués par la panique généralisée. Beauséjour engage immédiatement des chasseurs d'esclaves professionnels, des hommes brutaux et impitoyables qui utilisent des chiens dressés spécialement pour traquer les fugitifs, pour retrouver Isaac et ses compagnons. Il offre une récompense considérable, 1000 $ pour Isaac vivant, 500 $ pour les deux autres. Mais les marais sont vastes et impénétrables, un labyrinthe d'eau stagnante, de végétation dense et de dangers mortels. Les fugitifs connaissent le terrain, ayant travaillé dans ces marais pour Beauséjour, et ils utilisent chaque avantage naturel pour échapper à leurs poursuivants acharnés. Pendant ce temps, des rumeurs commencent à circuler rapidement dans toute la paroisse et même au-delà. On parle dans tous les salons et sur tous les quais d'un géant qui a défié son maître ouvertement et s'est échappé de manière spectaculaire. Certains planteurs disent qu'il est certainement mort dans les marais, dévoré par les alligators innombrables ou noyé dans les eaux stagnantes. D'autres murmurent avec inquiétude qu'il est toujours vivant, qu'il se cache quelque part dans les profondeurs des bayous, attendant patiemment le moment de frapper à nouveau. Ces rumeurs et légendes qui se forment rapidement terrifient profondément les planteurs de toute la région. Car si un esclave peut réussir à s'échapper de manière aussi spectaculaire, à brûler les réserves de son maître, d'autres pourraient être tentés de suivre son exemple audacieux. Les patrouilles de milices sont renforcées considérablement. Les châtiments deviennent encore plus sévères pour décourager toute velléité d'imitation. Mais la peur est là, omniprésente, une peur qui ne disparaîtra pas facilement. Pour Beauséjour, personnellement, la situation devient rapidement insoutenable sur tous les plans. Ruiné financièrement par la destruction totale de ses réserves, incapable de rembourser ses dettes croissantes aux banques, humilié profondément aux yeux de ses pairs qui se moquent de lui en privé, il sombre progressivement dans une paranoïa de plus en plus sévère. Il voit Isaac partout, dans les ombres du soir, dans les bruits nocturnes, dans chaque mouvement à la périphérie de sa vision. Il dort avec un pistolet chargé sous son oreiller et un autre sur sa table de nuit. Il ne sort plus de sa demeure sans être escorté par au moins 3 hommes armés. Sa santé se détériore visiblement. Il perd du poids, ses mains tremblent, son regard devient hagard. Et puis, un matin brumeux de février 1854, un événement étrange et terrifiant se produit. Les contremaîtres découvrent, cloué solidement à la porte calcinée de la grange incendiée, un message écrit sur un morceau de tissu déchiré. Le message est simple, rédigé en lettres maladroites mais lisibles, probablement écrites avec du charbon. Vous ne me trouverez jamais, mais je vous vois, je vous observe tous.
Ce message simple terrorise Beauséjour au-delà du rationnel. Il comprend avec horreur que Isaac le surveille activement, qu'il est tout proche de la plantation, peut-être à quelques centaines de mètres seulement, qu'il pourrait frapper à tout moment s'il le décidait. Il double immédiatement la garde armée autour de sa demeure. Il engage des hommes supplémentaires pour patrouiller la propriété 24 heures sur 24. Il fait installer des lampes partout pour éliminer les zones d'ombre. Mais les semaines passent lentement, et rien de plus ne se passe. Isaac ne se montre pas, ne frappe pas à nouveau. Les chasseurs d'esclaves reviennent les uns après les autres, bredouilles et épuisés, ayant perdu plusieurs chiens dans les marais. Peu à peu, très progressivement, Beauséjour commence à espérer avec un soulagement fragile que Isaac est peut-être réellement mort, qu'il a péri dans les marais comme tant d'autres fugitifs avant lui, victime de la nature hostile. Mais Isaac est bien vivant, en parfaite santé même. Il se cache dans les profondeurs inexplorées des bayous, dans une zone que même les chasseurs les plus expérimentés évitent, survivant grâce à la pêche abondante, à la chasse aux petits animaux et à l'aide discrète mais régulière de certains esclaves qui lui apportent de la nourriture, des vêtements et des informations en secret, risquant leur vie pour l'aider. Il observe la plantation de loin avec des jumelles volées, étudiant les mouvements, les routines, attendant patiemment le bon moment pour sa prochaine action. Le printemps arrive avec sa chaleur croissante et ses pluies fréquentes. La vie à la plantation Beauséjour reprend lentement, très lentement, un semblant de normalité fragile. Les réserves brûlées ont été reconstruites avec l'argent emprunté à des taux usuriers. Les travaux dans les champs reprennent. La surveillance reste élevée, presque paranoïaque, mais la tension diminue progressivement. Beauséjour, toujours hanté par la peur, tente désespérément de retrouver le contrôle de sa vie et de sa plantation. Mais il ne sait pas, il ne peut pas savoir, que Isaac a pris une décision finale qui va changer tout. Il ne cherche plus à se venger directement de Beauséjour par la violence. Il a compris avec une clarté douloureuse que la violence directe ne mènerait qu'à sa propre mort certaine et à celle de tous ceux qui l'ont aidé. Au lieu de cela, il a décidé de faire quelque chose de beaucoup plus audacieux et dangereux. Il va tenter de fuir vers le nord lointain, vers les États libres où l'esclavage est aboli, vers la liberté réelle. C'est une entreprise presque impossible, défiant toute logique. La distance entre la Louisiane humide et les États libres du Nord est de plus de 1500 kilomètres, peut-être 2000 selon l'itinéraire. Le voyage est semé d'embûches mortelles à chaque étape. Patrouilles de miliciens dans chaque comté, chasseurs d'esclaves professionnels qui sillonnent les routes, rivières dangereuses à traverser, forêts hostiles remplies de dangers, manque de nourriture et d'eau, froid dans les régions nordiques, et par-dessus tout, le fait qu'un homme noir de sa taille est impossible à cacher. Mais Isaac est déterminé avec une résolution de fer. Au cours des semaines qui suivent, Isaac et ses deux compagnons fidèles, Josiah et Elijah, se préparent méticuleusement pour le voyage périlleux. Ils volent discrètement des provisions, viande séchée, maïs moulu, couverture. Ils fabriquent des outils rudimentaires mais efficaces, couteaux en pierre, cordes tressées, sacs en toile. Ils étudient les étoiles pour s'orienter, apprenant à reconnaître l'étoile polaire qui guidera leurs pas vers le nord. Ils interrogent discrètement les esclaves qui ont entendu parler du réseau secret appelé le chemin de fer clandestin, ces abolitionnistes blancs et noirs libres qui aident les fugitifs. Et une nuit de mai, une nuit sans lune particulièrement sombre et propice, ils partent enfin. Ils quittent silencieusement les marais de Louisiane, se dirigeant vers le nord en évitant soigneusement toutes les routes principales, suivant les cours d'eau et les forêts denses, marchant uniquement la nuit et se cachant le jour dans les endroits les plus reculés. Le voyage dure des mois éprouvants, des mois d'épreuves constantes. Ils avancent lentement, très lentement, parfois seulement quelques kilomètres par nuit quand le terrain est particulièrement difficile. Ils traversent le Mississippi dans une pirogue volée. Ils marchent à travers les forêts interminables du Mississippi et du Tennessee. Ils échappent de justesse à des patrouilles à plusieurs reprises, se cachant dans des fossés, des grottes, des arbres creux. La nourriture manque souvent,
Ils doivent chasser et pêcher pour survivre. Elijah tombe gravement malade en juillet, emporté par une fièvre terrible qui ne le quitte pas. Il meurt en août dans les bras d'Isaac, murmurant qu'il est heureux de mourir libre plutôt que de vivre esclave. Ils l'enterrent au pied d'un grand chêne, marquant la tombe avec une pierre simple. Josiah et Isaac continuent seuls, poussés par un espoir têtu qui refuse de mourir. Ils traversent le Kentucky, un État esclavagiste mais avec une présence forte d'abolitionnistes. Ils reçoivent de l'aide de fermiers Quakers qui font partie du réseau clandestin. Ils se cachent dans des granges, des caves, des greniers à foin. Et finalement, par une nuit de début octobre 1854, après 5 mois de voyage épuisant, après avoir parcouru plus de 1800 kilomètres à pied, ils atteignent enfin la frontière tant espérée de l'Ohio, un État libre où l'esclavage est aboli et où ils ne peuvent légalement plus être capturés. Ils traversent la large rivière Ohio à la nage pendant la nuit, épuisés mais vivants, leur corps amaigri mais leur esprit intact. Et pour la première fois depuis des années, depuis plus d'une décennie pour Isaac, ils se sentent véritablement libres, respirant l'air de la liberté. Mais cette liberté tant désirée a un prix lourd et permanent. Isaac sait qu'il ne pourra jamais retourner en Louisiane sans risquer d'être capturé et probablement tué. Il sait que Beauséjour et les chasseurs d'esclaves le traqueront probablement jusqu'à la fin de ses jours, que des affiches avec sa description circulent dans tout le Sud. Il sait aussi, et cela pèse lourdement sur sa conscience, que ceux qu'il a laissés derrière, tous les esclaves de Beauséjour qui l'ont aidé ou simplement admiré, continuent de souffrir, peut-être même plus qu'avant en représailles. Isaac et Josiah s'installent dans une petite communauté d'affranchis prospères près de Cincinnati dans l'Ohio. Isaac prend un nouveau nom complet pour protéger son identité, Isaac Freeman, symbolisant sa liberté nouvellement acquise. Il commence une nouvelle vie, travaillant d'abord comme journalier sur les docks, puis comme forgeron quand ses compétences sont reconnues, utilisant sa force extraordinaire pour gagner sa vie honnêtement, pour la première fois. Mais il ne parle jamais ouvertement de son passé, de ses années en Louisiane, de Beauséjour. Le titan de Louisiane devient progressivement un fantôme, une légende murmurée dans les plantations du Sud, un symbole puissant de résistance et d'espoir pour ceux qui restent enchaînés. Quant à Augustin Beauséjour, il ne se remet jamais complètement de l'humiliation et des pertes subies. Sa réputation dans la société des planteurs est ruinée définitivement. Les autres planteurs le moquent ouvertement maintenant, disant qu'il a été incapable de contrôler ses propres esclaves, qu'il a été vaincu par un seul homme. Les banques réclament le remboursement de ses dettes croissantes. En 1856, complètement ruiné financièrement et psychologiquement brisé, il vend la plantation Beauséjour à un prix dérisoire et quitte la Louisiane dans la honte. On dit qu'il est mort quelques années plus tard, probablement en 1860, seul et complètement oublié, dans une pension miteuse et sordide de la Nouvelle-Orléans, ayant sombré dans l'alcoolisme. La plantation Beauséjour change de main plusieurs fois rapidement. Les nouveaux propriétaires tentent courageusement de redonner vie au domaine, d'effacer la malédiction qui semble peser sur le lieu. Mais rien ne fonctionne vraiment. Les récoltes sont systématiquement mauvaises, affectées par des maladies inexpliquées. Les accidents se multiplient de manière inquiétante. Équipements qui se brisent, animaux qui meurent subitement, incendies mystérieux. Les esclaves murmurent que c'est la vengeance du titan, que son esprit hante encore les champs et les cabanes, protégeant les siens même dans la mort. En 1856, au printemps pluvieux, un événement étrange et troublant se produit qui alimentera les légendes pour toujours. Un corps est découvert par des pêcheurs dans les marais bordant l'ancienne plantation Beauséjour. C'est le corps en décomposition avancée d'un homme de taille colossale, vêtu de haillons, à moitié dévoré par les alligators et les animaux charognards. Le corps est dans un état tel qu'il est presque impossible de l'identifier avec certitude. Les autorités locales, après une brève enquête superficielle, concluent rapidement qu'il s'agit probablement d'un esclave fugitif mort de faim, de maladie ou d'épuisement dans les marais hostiles.
Mais personne ne peut identifier formellement le corps. Aucune plantation de la région ne reporte de fugitifs correspondant à cette description exceptionnelle. Les dents, qui pourraient aider à l'identification, sont dans un trop mauvais état. Et le juge Étienne Laframboise, chargé officiellement de l'affaire et connu pour sa discrétion dans les affaires délicates, ordonne rapidement et sans explication que l'enquête soit close immédiatement. Il fait enterrer le corps anonymement dans une tombe sans marque dans le cimetière des indigents et interdit formellement qu'on en parle davantage, menaçant de poursuite quiconque mentionnerait l'affaire. Le document trouvé dans les archives dit simplement « L'affaire Beauséjour doit rester close ». Certains, parmi ceux qui ont connu Isaac, disent avec tristesse que c'était certainement son corps, que le Titan était finalement revenu en Louisiane pour une raison inconnue et avait péri dans les marais qu'il connaissait pourtant si bien. Peut-être voulait-il revoir les lieux, peut-être avait-il tenté d'aider quelqu'un à s'échapper, peut-être était-il simplement nostalgique. D'autres murmurent avec conviction que ce corps n'était absolument pas le sien, qu'il s'agissait d'un autre homme ou même d'un stratagème délibéré, qu'Isaac Freeman vivait toujours paisiblement dans le Nord sous son nouveau nom, sa légende intacte, travaillant, peut-être même ayant fondé une famille. La vérité absolue, personne ne la connaît vraiment avec certitude. Les documents historiques de l'époque sont incomplets, souvent contradictoires, parfois délibérément falsifiés. Les témoignages ont disparu avec le temps et les témoins. Tout ce qui reste aujourd'hui, ce sont des murmures, des légendes transmises de génération en génération, et ce document énigmatique et troublant dans les archives poussiéreuses. L'affaire Beauséjour doit rester close. Mais une chose est absolument certaine et indéniable. L'histoire du Titan a marqué profondément la Louisiane et bien au-delà. Elle a montré que même dans le système le plus oppressif jamais conçu, il existait des hommes et des femmes capables de résister avec courage, de défier l'injustice la plus absolue, de lutter pour leur dignité humaine fondamentale. Et cette leçon, bien que dangereuse pour ceux au pouvoir à l'époque, a inspiré des générations d'opprimés et continue de résonner aujourd'hui. Aujourd'hui encore, dans certaines familles afro-américaines de Louisiane, transmettant leur histoire orale, on raconte l'histoire du Titan avec respect et admiration. On parle de cet homme géant qui a osé regarder son maître cruel dans les yeux, qui a brisé ses chaînes par sa seule force, qui a fui vers la liberté malgré tous les obstacles. On ne sait pas avec certitude s'il a survécu jusqu'à un âge avancé, s'il est mort dans les marais qu'il connaissait, ou s'il a vécu heureux dans le Nord libre. Mais son nom, ou plutôt le surnom qu'on lui a donné et qui a traversé le temps, résonne encore comme un symbole puissant de résistance, de dignité et d'espoir indestructible. Vous croyez que tout a été révélé dans cette histoire qui a traversé les décennies? Pensez-vous que le corps retrouvé dans les marais en 1856 était vraiment celui d'Isaac? Ou croyez-vous qu'il a vécu libre jusqu'à sa mort naturelle? Dites-le moi dans les commentaires, je veux connaître votre avis. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette histoire avec ceux qui aiment les mystères sombres et poignants de l'histoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les ombres oubliées du passé.